Bienvenue à tous. Dans notre seconde édition, nous nous entretiendrons avec Jawad Zemouri, l'inventeur d'un procédé de traitement de l'air plusieurs fois récompensé et l'AMAP de l'Ostrevent pour une agriculture raisonnée. Pour notre première rencontre, direction la région la plus septentrionale de France, au bord de la mer du Nord. De toutes les bonnes énergies qui travaillent au bien-être de notre environnement, citons les inventeurs. La société Terraotherm fait davantage figure de démarche vertueuse que de dépollueur business. Ne vous y trompez pas, derrière Terraotherm, société en pleine expansion, se cache avant tout une démarche écologique et de développement durable. Appelez-le comme vous voudrez, Jawad Zemouri est à la fois commercial, entrepreneur, enseignant, physicien, innovateur, mais avant tout un amoureux de la vie, un philo-techno-socio-inventeur d'un procédé révolutionnaire de traitement de l'air durable. Rencontre avec un physicien passionné. On est content plutôt, pas fier. Voilà. On est content de ce genre de prix. La fierté viendra le jour où un Africain au fin fond de l'Afrique utilisera Terrao et un petit Chinois au fin fond de la Chine utilisera Terrao. Là, ça sera la fierté. Les prix, c'est vrai, c'est important, ça aide dans le marketing et pour pouvoir arriver jusque-là. Mais la fierté, elle est plus là. On ne va pas aller chercher loin quand on trouve quelque chose de confortable à côté. On maîtrisait des processus et des technologies qui permettaient jusqu'ici de chauffer. Bien sûr, c'est énergivore, ça consomme de l'énergie, etc. Aujourd'hui, toutes ces technologies sont allées au bout de leur amélioration, au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et donc, on continue toujours à chercher d'autres solutions. Et c'est ça qui va pousser à aller au-delà. Et si vous voulez, dans l'innovation, il y a toujours, jusqu'ici, dans ce qui existe, c'était l'innovation incrémentale, jusqu'au maximum. Ben maintenant, il faut changer de paradigme, il faut aller changer une autre manière de faire. C'est ce qui nous a amené à Terrao. Si vous voulez, quand on regarde le transfert d'énergie, habituellement, soit entre l'air et l'eau, ou entre gaz et un liquide, soit vous devez chauffer, vous chauffez de l'eau et s'évapore, vous refroidissez de l'eau et se condense. Et la deuxième façon, ce qui est très connu, qu'on utilise beaucoup ça, surtout en industrie, c'est en faisant du vide. Quand on fait du vide, on baisse la pression, donc l'évaporation va avoir lieu à des températures plus basses. Ça, c'est ce qui est utilisé dans l'industrie partout. Donc moi, ce que j'ai rajouté, ou nous, ce que nous avons rajouté, c'est une troisième voie qui était là, tout le monde la connaît. C'est de dire, je vais prendre l'air ou le gaz et je le fais passer dans l'eau. En passant dans l'eau, il se charge d'humidité. Et en faisant comme ça, je vais faire donc de l'évaporation. De la même manière, si je prends maintenant de l'air chaud et humide et je le fais passer dans de l'eau froide, l'eau qui se trouve dans l'air va se condenser. Ça peut être un peu paradoxal de passer de l'air humide et on sort plus sec, mais c'est ça le phénomène physique. Donc cette voie-là était très peu utilisée industriellement et dans le chauffage et la climatisation. L'objectif ici, c'est de prendre 3 classes qui seront équipées avec le système Terraotherm et les autres classes normalement comme d'habitude. Et l'objectif, c'est de faire une comparaison par rapport au confort d'usage, le comportement des enfants sur le plan de l'attention, des études, etc. Et aussi sur les problèmes de la contamination des maladies, etc. La difficulté pour les classes, c'est que en fait, il faut normalement 15 mètres cubes par enfant. Donc ça va faire 450 à 500 mètres cubes par classe. Ça veut dire qu'il faut renouveler l'air 4 à 5 fois par heure. Imaginez qu'il fasse 0 dehors. Vous allez faire entrer l'air à 0 et vous le sortir à 5 fois par heure. Donc la consommation énergétique est énorme. D'où l'intérêt ici, c'est de récupérer l'énergie de l'air vicié et la redonner à l'air neuf. Donc au lieu de payer l'argent pour le chauffage, on ne paye l'argent que pour circuler l'énergie en permanence.
Généralement, ça va représenter entre 25% et un tiers des besoins d'énergie. Et c'est constant, ça ne dépend pas des conditions extérieures, c'est constant, quelle que soit la situation. Le déclic, il vient parce que c'est toujours, c'est une histoire très compliquée, c'est l'histoire d'une vie généralement, un apprentissage, et puis après, un jour, par les circonstances du hasard, on arrive et on voit ce phénomène. Alors j'ai l'avantage d'être à la fois scientifique et industriel par mon histoire, et un peu commerçant, et de tout de suite, en voyant cela, j'ai essayé de chercher où y a-t-il, en comprenant le phénomène, y a-t-il un usage industriel ? C'est énorme parce qu'on change le paradigme, la manière de faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, bien sûr, quand on va faire de l'innovation progressive, on va améliorer, on gagne 3%, 4%, 5% un peu à la fois. Mais là, quand vous changez l'approche totalement, vous ne faites plus la même chose. C'est différent. De ce fait, l'approche est différente et donc, c'est ce qui va donner ce saut d'économie d'énergie. Prenons l'exemple d'une piscine, par exemple. Aujourd'hui, une piscine, tous les gens vont essayer de faire des économies, 10%, 20%. Mais nous, aujourd'hui, si je dois construire une piscine, je ne vais pas mettre une chaufferie gaz. J'ai pas besoin. Alors que toutes les piscines municipales, vous allez trouver toujours une chaufferie gaz parce que les gens, ils disent qu'il y a tellement besoin d'énergie qu'il faut mettre de la puissance. Alors que nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va chauffer l'eau. Bien sûr, l'eau, quand vous la chauffez, elle va s'évaporer. Alors habituellement, cette vapeur, on la jette. Et donc, vous devez donc la payer en énergie. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre cette énergie, on va la redonner à l'eau. Et donc, on rentre dans une logique d'économie circulaire énergétique où l'énergie n'est plus perdue, elle est recyclée. De ce fait, vous ne payez plus l'énergie, vous payez le prix de la recirculation de l'énergie, qui n'est pas la même chose. Vous comprenez ? C'est pas la même chose. Si vous voulez porter un poids, c'est pas la même chose que si vous devez juste le pousser. C'est une nuance. Vous payez, porter 100 kilos, vous ne saurez pas le porter, c'est trop lourd. Mais vous pouvez le pousser. Surtout si vous mettez des roues, c'est vos 100 kilos, donc ça va être facile pour le pousser. C'est le même principe. Et c'est ça qui va faire l'économie d'énergie dans notre situation. La nature ne nous a pas attendus pour résoudre le problème. De toute façon, souvent on se positionne comme si c'est nous qui allons sauver la nature. Rien du tout. La nature va se sauver elle-même. Tout ce qui peut arriver, c'est que la nature va se débarrasser de nous pour régénérer plus tard. Donc n'inversons pas le problème. La nature, il va faire ce qu'il fait. Et s'il a réussi à arriver là où il est aujourd'hui, avec toute la diversité qu'il a, c'est qu'il a la capacité à... Alors, la nature est basée sur des phénomènes physiques simples, qui sont des notions d'équilibre et d'échange d'énergie, voilà, c'est tout. Vous mettez dans un milieu une consommation excessive dans un milieu naturel, qu'est-ce qui se passe ? La chose qui consomme de manière excessive va mourir. À un moment, il n'aura plus assez de nourriture, il va disparaître. C'est des notions d'équilibre. La nature est basée sur un phénomène de physique qui est bien connu, les équilibres. Et la nature, elle est basée sur l'équilibre, tout simplement. Et on est énergivore. Qu'est-ce qu'il va faire la Terre ? Il va faire en sorte, par les équilibres, qu'une partie de nous va disparaître pour retrouver l'équilibre. Et c'est tout. Les hommes, ils se donnent parfois des capacités surnaturelles qu'ils n'en ont pas. Juste un petit virus, c'est très simple. La moitié de la Terre disparaîtra. Il ne faut pas se donner plus d'importance. La nature est bien plus forte parce qu'elle a le temps pour elle, elle a la capacité d'organisation pour elle. C'est juste l'homme, il veut se donner cette possibilité. Oh, moi, je suis l'homme, je maîtrise mon milieu, je suis rien du tout. Il suffit que le soleil baisse de 10%. 10%, c'est la catastrophe. Là, tout le pétrole de la Terre ne vous suffira pas. Parce que c'est très simple, si vous regardez. La Terre, l'énergie qu'elle reçoit chaque jour de soleil, c'est 4000 fois toute la consommation énergétique de l'humanité. C'est vrai qu'on crée un déséquilibre dans la nature par notre organisation,
parce qu'on casse l'équilibre qui s'est créé. Si vous attendez après les autres, vous pouvez toujours essayer. Vous allez, comme on dit dans le Nord, vous allez vous brosser. Eux, ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. La meilleure. Moi, je viens d'une culture très particulière à Fès. On vous dit, le meilleur ongle qui vous gratte, c'est le vôtre. Si vous voulez vous gratter, vous faites ça, c'est très efficace. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous gratter le dos, il va falloir qu'il trouve l'endroit où il faut gratter. C'est très compliqué. Donc, il y a une chose qui est très importante par rapport à ça. La plupart des gens qui travaillent dans l'économie de l'énergie, etc., ils n'ont qu'un seul mot à la bouche. Nous voulons des subventions. Nous voulons que l'ADEME nous subventionne. Nous voulons que les États nous subventionnent. Mais ils se sont trompés de combat. Est-ce qu'ils essayent de faire des économies d'énergie ou ils sont devenus des champions à la chasse aux subventions? Aujourd'hui, pour moi, ça me met mal à l'aise quand j'entends quelqu'un, il va falloir que l'État augmente les subventions pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Non. Ça peut être une fois, pour essayer, oui. Mais ça ne peut pas être quelque chose, à chaque fois aujourd'hui, vous avez des technologies de récupération d'énergie, et il faut que les subventions soient nécessaires pour qu'ils vivent. Ces technologies doivent disparaître. Parce que tant que on continue à subventionner des choses qui ne sont pas économiquement rentables, qu'est-ce qu'on fait? Et on empêche les solutions qui sont économiquement rentables d'être créées. Parce que ces chasseurs de la subvention, et avec les gens qui les subventionnent, ils créent tout un système, un microsystème qui les empêche d'apparaître. Et donc on les tue dans l'œuf. Moi d'abord, je ne travaille pas dans le sens du bien commun, parce que moi je viens aussi d'une culture qui est très simple. Que normalement, pour que ça soit correct, il faut un équilibre. Il faut que ça soit, qu'il y ait un intérêt économique pour soi et en même temps un travail pour l'intérêt commun. Parce que dès lors que vous dites je travaille pour un bien commun, vous vous donnez cette notion de monsieur bon samaritain et tout ça, que vous êtes là pour sauver le monde. Non, c'est un ensemble. C'est parce que je voudrais sauver le monde, je voudrais gagner de l'argent, je voudrais faire tout, vivre bien, ma famille, mes salariés soient bien, etc. Tout en même temps. Il n'y a pas qu'une chose à la fois. L'agriculture de proximité et biologique a désormais son appellation. En effet, les AMAP ou Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne devraient s'imposer dans notre environnement nourricier. Le principe de fonctionnement est basé sur des partenariats innovants et responsables entre paysans locaux et consommateurs. Engagement de l'agriculteur et responsabilité du consommateur forment ainsi un attelage méritant. Le point avec Thomas et Florence de l'AMAP de l'Ostrevent. Alors, le principe de fonctionnement d'une AMAP, c'est un abonnement, c'est le principe d'un abonnement annuel d'un panier de légumes pour notre cas, parce qu'on est producteur maraîcher, d'un panier de légumes par semaine pendant 1 an. Et donc c'est des produits de saison, donc c'est fruits et légumes de saison. Et on a la saisonnalité qui est prise en compte dans l'année. Donc le prix est le même toute l'année, mais il y a des différences de quantité entre l'été et l'hiver. Parce que l'été c'est plus florissant, il y a beaucoup plus de diversité, de variété. Et l'hiver et le printemps c'est l'inverse, c'est la fin des cultures et puis c'est le redémarrage au printemps, donc on a beaucoup moins de production. Si on veut résumer le principe d'une AMAP, c'est quelqu'un qui vend 100% en AMAP, il a par exemple 50 consommateurs qui lui achètent un panier. Et ben on coupe le champ en 50 et le client qui achète une part de production, donc un panier sur 50, il a le droit à la production d'une partie, d'un 50e du champ. C'est-à-dire qu'un AMAPien achète une part de production à l'année d'un maraîcher. Donc il soutient son activité comme ça aussi.
met pas d'engrais chimiques sur nos terres, nous on utilise que du fumier et du compost pour enrichir les terres. En fait, on fait un peu l'agriculture que faisaient nos arrière-grands-parents et avant ça. C'est-à-dire qu'il y avait le système herbagé avec les bêtes, et les bêtes enrichissaient le sol par leur excrément. Et donc on revient un peu à ça, où finalement on n'a pas besoin du chimique pour cultiver. On peut le faire naturellement par les produits fumier, bovin, poule. Tout ce qui est organique repart à la terre. Avant l'arrivée des engrais chimiques, c'est-à-dire avant la guerre 45 finalement, c'était de l'agriculture bio qui était pratiquée. Tous les gens qui mangent nos légumes sont très contents de ce qu'ils mangent et ils retrouvent des saveurs qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, quand leurs grands-parents leur faisaient goûter la carotte tout juste cueillie du jardin ou l'épinard frais. Je vais faire un peu de littérature, ça ressemble un peu à la Madeleine de Proust, quoi. C'est Proust goûtait la madeleine et ça lui rappelait son enfance, sa mère ou sa grand-mère qui faisait des madeleines. Voilà, c'est un peu la même chose avec les légumes. C'est goûter la carotte. On retrouve les saveurs d'antan qu'on oublie dans l'agriculture conventionnelle et dans l'agriculture industrielle surtout. Mais ça devrait aller. Il y a des belles bêtes, hein. Ouais. Tout est parti du fait qu'on soit installé juste à côté d'un autre maraîcher qui, lui, nous a cédé les terres. Et pour pas faire de la concurrence directe parce qu'il est dans la rue, en faisant le même système de vente que lui, lui faisait les ventes sur la ferme directe et la vente sur le marché. Pour pas entrer en concurrence directement, nous on a voulu créer un autre système qui change complètement de clientèle et où on a vraiment un soutien de la clientèle derrière. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer la MAP. Donc ça a été un peu dur au début, il faut le temps de se faire connaître, c'est beaucoup de bouche à l'oreille. Quand on voit ça, c'est-à-dire que ça c'est une chicorée frisée, elle est énorme. Et on en a d'autres, des chicorées qui vont être toutes petites. Pour en avoir des moyennes, c'est très hétérogène. Et ça n'existe pas en agriculture industrielle. En agriculture industrielle, on sort des légumes uniformes. Quand on est en AMAP, les clients rémunèrent le producteur à la hauteur que le producteur veut. C'est-à-dire qu'il y a un calcul du prix du panier qui est fait en assemblée générale, où on explique les charges qu'on a sur l'exploitation et le revenu qu'on veut en tirer. Et les adhérents décident d'acter ou de ne pas acter ou de diminuer ou d'augmenter le prix encore plus pour augmenter la rémunération des producteurs. Et ça, c'est un acte citoyen de la part des consommateurs de vouloir faire que l'activité paysanne soit maintenue. Il faut s'engager sur une année. Alors ça serait plus facile de se dire je viens quand je veux, mais les gens quand ils veulent, c'est qu'ils viennent pas beaucoup en fait finalement. Et c'est dur de maintenir une activité agricole quand on sait que les produits agricoles sont périssables. Donc il y a des légumes par exemple qu'on va avoir que 3 semaines dans l'année. Et s'ils viennent pas à ce moment-là, ils viennent après, ils vont se dire il n'y a pas ce légume-là et finalement on l'a produit, mais ils l'ont pas eu. Et finalement ils sont déçus et ils vont pas revenir parce qu'ils n'ont pas eu leurs légumes qu'ils voulaient absolument. Et le fait d'avoir un abonnement comme ça, les gens ont vraiment tous les légumes qu'on produit. Et je vais de l'autre côté, je regarde. C'est la fin des concombres. Mais il y en a encore quelques-uns qui se cachent. Moi c'est mort. Hop, pour remonter là-bas. Je suis trésorier de l'association régionale des AMAP. En Nord-Pas-de-Calais, on est à un peu moins d'une quarantaine d'AMAP. Il y en a depuis 2 ans qui sont en création, qui ont démarré cette année et qui vont démarrer l'année prochaine. Donc on
On sent un engouement en ce moment sur le bio et sur le maintien de l'agriculture paysanne parce que la MAP c'est quand même du local, il faut le rappeler. Et produire local et acheter en local c'est important pour l'économie. Moi je suis beaucoup dans la démarche du bio, du zéro déchet, du rapprochement avec l'agriculteur en fait, des circuits courts et tout ça. Enfin, et les couches lavables pour ma fille, donc c'est juste la continuité de plus aller dans le supermarché et de continuer de revenir aux sources et chez le producteur en fait. C'est même limite un devoir pour sauver les agriculteurs aujourd'hui parce que même si avec toute la bonne volonté du monde, on va à la ferme tous les samedis, il y a forcément un moment où on se dit « Oh, ce samedi, j'ai pas le courage » et puis on n'y va plus. Et alors que là, on a un contrat tous les mardis soirs, on a payé d'avance, on s'y tient d'avance, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Et puis voilà, c'est encore plus simple que de se dire on va aller chercher les légumes à la ferme parce qu'au final, c'est limite l'agriculteur qui vient à nous pour ramener les légumes à côté de chez nous, quoi. Pour faire plus de sens à notre consommation. Moi, j'ai eu du temps à cheminer, mais à MAP pour manger en local et du bio. Et après, le fait que ça soit à MAP pour être solidaire au niveau des producteurs. On est tous interdépendants. Et c'est cette interdépendance qui me parle beaucoup dans la MAP. C'est un vrai acte engagé. Et militant. Ouais. Je vous dirais que acheter en local, c'est participer à l'économie comme j'ai dit, mais c'est faire vivre des gens en local et faire vivre des agriculteurs qui ont un travail qui est beaucoup plus pénible que la majorité des gens. Donc c'est un peu soutenir les gens qui ont moins de revenus, parce qu'il faut dire que l'agriculture paysanne, c'est pas une agriculture qui rapporte, c'est plutôt une agriculture de passion. Et donc c'est donner un peu plus à des gens qui le méritent aussi. Et après par rapport à l'agriculture bio, faut pas dire que l'agriculture bio est forcément beaucoup plus chère que l'agriculture conventionnelle. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on veut manger et comment on veut le manger. Si on achète des produits qui sont tout faits, ça va forcément revenir plus cher. Par contre, si on revient à ce qu'on faisait encore, je le dis, nos grands-parents, c'est-à-dire qu'ils cueillaient leurs légumes du potager et ils préparaient la cuisine et ils faisaient des vrais repas. C'est-à-dire qu'ils passaient peut-être 1 heure en cuisine pour préparer des repas. Et du coup, en achetant des produits bruts, ça coûte moins cher qu'en achetant des produits préparés. Donc si on veut qu'au niveau porte-monnaie ça coûte moins cher, il faut passer un petit peu de temps pour son bien-être aussi. Et c'est mieux que de regarder la télé finalement. Absolument. Oui. Absolument. Si on n'est pas passionné, on arrête. Ouais, en maraîchage, on va être sur une 60aine d'heures par semaine. Ça dépend les saisons, on est sur le cycle de l'année, donc là la semaine prochaine on va basculer sur un cycle où on va un peu moins travailler parce que on change d'heure. Vous arrivez à concilier la vie de famille On essaye, disons qu'ils vivent avec nous sur le terrain. Enfin les enfants, on les emmène tout le temps. Ils sont là avec nous au terrain. Ils prennent le grand air. C'est plus un mode de vie. Être paysan ou maraîcher. Ça demande un travail énorme et si on n'est pas passionné, c'est pas possible de faire tout ça.